Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, rebonsoir. J'ai le grand privilège, nous avons tous ce grand privilège d'accueillir, et je vous demande de les applaudir très chaleureusement, Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Madame Fabienne Casoli, la présidente de l'Observatoire de Paris, et Monsieur Denis Larguero, qui est le maire de Meudon, vice-président. Pas encore président, mais peut-être bientôt. Donc j'aurai 2 présidentes et un maire. C'est déjà beaucoup pour une table ronde, un face-à-face. Merci infiniment à tous les 3. Alors on va respecter les gestes barrières, hein, on va montrer l'exemple. Et puis moi, je vais me doter du masque français, évidemment, pour vous protéger et me protéger également. Alors merci pour votre présence. Merci infiniment pour votre soutien également, à tous les 3. Soutien de la première heure pour cette deuxième édition de Stars Up. Nous avons bravé les difficultés, comme vous le savez, mais bon, voilà, nous sommes là, c'est la résilience. Et puis, alors, nous avons prévu, en fait, des discussions ouvertes entre vous et moi sur un certain nombre de thématiques, et notamment, commençons tout de suite par l'importance, à vos yeux, du patrimoine scientifique et technique que nous avons extrêmement riche en Île-de-France et particulièrement à Meudon. Monsieur le maire, peut-être voulez-vous dire combien ce patrimoine vous est cher et combien il est difficile de le faire vivre et de le maintenir. Alors, vous avez raison de dire qu'il nous est cher, parce qu'il coûte cher. Et que nous avons la chance d'être accompagnés par une collectivité comme la région pour lui redonner un avenir, qui est celui que nous allons essayer de définir ensemble avec la nouvelle présidente de l'Observatoire de Paris-Meudon, qui, il faut le dire, est la première femme présidente de cette institution en 150 ans, je crois. C'est ça, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça mérite quelques applaudissements déjà. C'est en soi déjà un très très beau signal. Et bon, au-delà de l'anecdote du coût, effectivement, de ces équipements, du fait de leur taille, du fait du patrimoine qu'ils représentent, ils sont aussi, bien sûr, des lieux sur lesquels nous devons et nous avons l'ambition de nous appuyer pour leur redonner un avenir, les repositionner pour le siècle qui vient. Et c'est vrai qu'à Meudon, on a la chance incroyable de bénéficier d'équipements comme l'Observatoire, vous en avez dit un mot, mais la grande soufflerie de l'ONERA, le hangar Y qui, lui, a porté toute l'ambition des dirigeables et qui va retrouver un avenir dans une nouvelle configuration qui nous permettra de le réouvrir en mars 2022. Mais on peut parler aussi du Collège de France, qui est installé à Meudon, où a été inventée la chimie végétale par Marcelin Berthelot, le CNRS, où l'Office des inventions avait créé la première voiture électrique. Donc, chère Valérie, la première voiture électrique a été construite à Meudon. Et l'avenir, c'est bien sûr ces entreprises, ces institutions avec qui on va pouvoir essayer, dans le cadre de la politique régionale, bien sûr, de soutien à l'innovation, eh bien, de les projeter dans cet univers de demain que nous essayons et que nous allons essayer de bâtir ensemble. Je donne juste un exemple. Meudon Campus, sur les bords de Seine, c'est Thales Gemalto, et donc c'est là aussi une très belle promesse d'avenir. C'est HP, la 3D, c'est Dassault Systèmes que nous partageons avec Valérie, qui est par ailleurs élue de Vélizy. J'arrive de Vélizy. Je suis partie de Vélizy. Et voilà, et cette très belle entreprise, Dassault Systèmes, elle a des bureaux et des équipements qui sont typiquement à cheval sur Meudon et sur Vélizy. Et c'est là aussi un acteur avec lequel nous avons envie de travailler particulièrement. Donc une terre du passé, une terre du présent, une terre du futur, avec énormément de richesses finalement. C'est quand même, d'un point de vue de la région, c'est quand même assez peu courant d'avoir une commune importante, évidemment, bien placée, mais aussi bien dotée d'un passé historique, d'un passé aussi riche d'un point de vue du patrimoine technologique et scientifique. Comment on peut aider, quand on est président de la première région de France, 12 millions d'habitants, comment on peut aider à mettre en valeur tout ça dans l'époque d'aujourd'hui et surtout préparer l'avenir, en fait?
Alors, je vais être très immodeste. L'Île-de-France n'est pas que la première région de France, c'est la première région scientifique d'Europe. Et c'est l'une des plus grandes régions scientifiques du monde. Parce qu'en fait, c'est l'histoire jacobine de la France, c'est qu'on concentre en Île-de-France 40% des chercheurs français. Et donc un potentiel scientifique absolument colossal. On a des universités qui sont parmi les plus grandes mondiales et qui, parce qu'elles se sont regroupées, qu'elles ont regroupé leurs forces aujourd'hui, arrivent au top de tous les classements, y compris le fameux classement de Shanghai, dans lequel on nous avait dit qu'on ne serait jamais classé, etc., parce qu'on n'était structurellement pas conçu pour être classé. Enfin bref, on se trouvait des excuses nous-mêmes, mais aujourd'hui, on est dans les 10 premiers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on parle aujourd'hui de relance, on parle aujourd'hui de transition écologique, on parle des nouveaux emplois de demain. Tout ça, ça doit s'appuyer évidemment par un investissement massif sur nos filières d'innovation. Et dans ce contexte, alors je ne sais pas s'il faut parler d'abord de Meudon ou d'abord de l'astrophysique, et de l'espace, peut-être parler d'abord de Meudon. Comment la région peut intervenir? La région, elle a plein d'outils extrêmement puissants pour investir dans l'innovation. On a investi sur tout ce mandat des centaines de millions d'euros sur la recherche-innovation. Et on a un gros outil qui s'appelle le contrat de projet État-région. Le contrat de projet État-région, c'est un accord qu'on va signer avec l'État et on le renégocie là, dans les semaines qui viennent. Il fallait d'abord qu'on me renfloue mes transports en commun. Vous aviez vu que j'ai un petit conflit avec l'État. Donc, j'avais refusé de négocier le CPER tant que je n'avais pas réglé mon problème de transport. Là, l'État vient de m'accorder 2,6 milliards de remboursement de perte de recettes. Donc, maintenant, on va négocier un très beau contrat de plan État-région. Et sur ce contrat de plan État-région, moi, j'ai dit, il faut un très, très gros volet enseignement supérieur recherche. Et quand je dis très gros, ça veut dire, nous, on est prêt à mettre 500 millions d'euros. Et 500 millions d'euros pour faire quoi? Pour bâtir. Parce que le contrat de plan État-région, c'est d'abord de l'immobilier, c'est le cadre de recherche. Et évidemment, dans le CPER, vous avez bien compris, vous me voyez arriver, là, petit à petit, je plonge. Il y a évidemment l'Observatoire de Meudon, qui pour moi est un très, très beau projet, qui a l'idée de non seulement de se rénover, parce qu'il y a la rénovation qui est urgente et qu'il faut faire, mais aussi de devenir un vrai campus de recherche sur Meudon. Et je crois que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la dynamique meudonnaise, ça fait du sens. Et donc, moi, je viens dire ici que je m'engage, mais je pense que Denis Larguéau m'a invité pour ça, je m'engage à ce que dans le contrat de plan État-région, qu'on va négocier très, très vite, puisque l'idée, c'est de dépenser l'argent dès janvier, il y aura un très, très beau volet sur Meudon. Et comme tu l'as dit, ce qui est très intéressant, c'est que Meudon est à la charnière entre la recherche la plus théorique et l'application. Parce qu'on a les industries du satellite, les industries du spatial, elles sont juste à côté, elles sont dans les Yvelines, elles sont toutes proches. Et c'est vrai que l'aéronautique va connaître une période très très difficile dans les années qui viennent, avec la crise Covid, la fermeture des frontières. On sait qu'elle ne remontera pas la pente avant 2024, peut-être même 2027. Donc l'aéronautique, elle, va subir une grosse crise. Et je pense qu'il faut profiter de ça, à la fois pour faire la transition écologique de l'aéronautique et pour faire aussi pour affirmer l'Île-de-France comme la première région du spatial en Europe. Et ça, c'est quelque chose, on l'est déjà, on l'est potentiellement, mais comme on n'a pas de gros donneurs d'ordre sur le spatial, on a un émiettement, on ne s'affiche pas comme première région spatiale, et je pense que ça, il y a quelque chose de vraiment fort à faire. Alors on parle, chère Fabienne Casoli, de l'instrument mythique qui est la Grande Lunette de Meudon. Depuis 1988, elle n'a pas vu de lumière céleste. C'est évidemment une grande tristesse pour les amoureux du ciel, pour les professionnels évidemment de l'Observatoire de Paris et de Meudon. Donc on espère tous pouvoir un jour, surtout à la faveur d'une grande opposition Terre-Mars comme il va y avoir en ce moment, là, on ne peut pas observer la planète rouge au travers de cette grande lunette, ça serait magnifique. Alors vous qui êtes présidente, d'abord félicitations d'être la première présidente de cette belle institution, qui est quand même l'un des plus grands observatoires du monde. Aussi bien par la taille que par ses projets et puis par le nombre de collaborateurs, de chercheurs
d'étudiants et d'étudiantes Oui. qui le composent. Alors, quels sont d'abord, quel est l'état de l'Union, l'état des lieux que vous ne découvrez pas vraiment, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur vos activités à Meudon et les projets à venir dans ce contexte-là? Alors, l'état des lieux, j'ai pris mes fonctions le 13 mars, j'ai fermé l'observatoire le 15. Donc, j'ai des préoccupations très matérielles depuis ma prise de fonction. Ceci dit, je connais l'observatoire depuis longtemps, même si je n'y ai pas fait toute ma carrière. On a parlé patrimoine, on a parlé enseignement, on a parlé recherche, on a parlé industrie. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas avoir un patrimoine qui ne soit pas vivant parce qu'à côté, il y a une recherche vivante, il y a des enseignements, il y a des étudiants, il y a aussi des jeunes qui viennent. Et puis, je pense que j'en ai parlé un petit peu dans ma présentation, mais on a des liens peut-être pas aussi développés que je voudrais, mais avec l'industrie, par toutes ces innovations que font les astronomes pour mieux exercer leur métier. Donc pour moi, ce patrimoine, il doit être mis en valeur aussi de tout ce qui est recherche moderne. Je ne veux pas que l'Observatoire, que ce soit son site de Paris, son site de Meudon, son site de Nancy, ce soit des musées uniquement, disons. Et donc, c'est dans ce sens-là que je veux agir, pour qu'à chaque fois qu'on montre un instrument ancien, on montre aussi les recherches modernes qui se font. Par exemple, il y a une grande tradition d'astrométrie à l'Observatoire sur le site de Paris, qui remonte à Cassini. Mais actuellement, il y a aussi des très gros projets d'astronomie. Il y a un satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Gaïa, qui a été inventé en partie à l'Observatoire de Paris et qui donne des résultats absolument fabuleux. Et tout ça, c'est une grande tradition qui, à mon avis, il faut mettre en valeur. Sinon, oui, le côté enseignement, pour moi, que ce soit les scolaires, les lycéens, les étudiants, c'est vraiment important. On a déjà une forte activité d'enseignement, avec des enseignements en particulier au niveau master, doctorat. L'Observatoire coordonne une école doctorale, donc l'ensemble des doctorants en astronomie et astrophysique de la région Île-de-France. Il reçoit des classes parrainées. On a 150 classes parrainées à peu près par an. Alors, cette année, ça va être un peu particulier, mais on va quand même essayer de le faire, au moins à distance. Donc, ça touche quand même des milliers d'élèves. On a maintenant des enseignements au niveau licence. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit soutenir. Et puis, la recherche, la région Île-de-France, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment la région forte en France et la recherche entre régions, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va se développer. L'Observatoire de Paris est à peu près le quart des forces en astrophysique en France, mais il n'est pas tout seul. Et en particulier au niveau Île-de-France, il y a une force incroyable en recherche, enseignement en astrophysique. Je dois saluer le domaine d'intérêt majeur de la région Île-de-France, qui s'appelle ACAV+, Astrophysique et conditions d'apparition de la vie. C'est plus joli quand on développe le sigle, qui fédère 24 laboratoires d'Île-de-France. On a absolument tout le potentiel là. Bon, à l'Observatoire, on le coordonne, on le porte, on pense que c'est vraiment notre boulot de faire ça. Mais ça joue un rôle essentiel. Avec ce DIM, on fait des actions aussi variées que des actions arts et sciences, des actions culturelles, des actions ouvertes des publics scolaires. Et puis aussi, on finance la recherche. Juste pour mentionner qu'une des jeunes femmes qui a reçu une des bourses lauréats le jeudi dernier, Jeune Talent, il y en a 2 à l'Observatoire, et une d'entre elles, sa thèse a été financée par ce domaine d'intérêt majeur, ACAV+. Donc vraiment, bon, je pourrais parler de toutes ces personnes à l'Observatoire. Ça fait exactement la transition avec la question que j'allais poser à Valérie Pécresse. Il y a un déficit de femmes dans les sciences, dans les techniques, et on sait très bien que ce biais-là est pris très tôt en fait dans l'éducation. Or, l'éducation est un des aspects fondamentaux de votre stratégie, de responsabilité évidemment à la région. Comment faisons-nous concrètement pour intéresser les jeunes filles, les jeunes femmes, les aider dans la poursuite d'études supérieures, parce qu'en plus il se trouve qu'elles sont meilleures que les garçons à l'école, au collège et au lycée, que puis après, eh bien, elles pour des raisons X ou Y, finalement, elles se désespèrent ou elles ne se motivent plus
et elles ne font pas peu de recherche dans le supérieur. Évidemment, de l'ensemble du pays et du monde en pâtit, évidemment. Comment faisons-nous concrètement pour lutter contre ça? Je crois, alors, vous m'avez touché au point sensible, et je pense la présidente aussi, en parlant des vocations féminines, mais je crois qu'il faut parler de vocation scientifique globale aussi, parce qu'il faut aussi qu'on attire les garçons. Non, mais parce que la réforme du lycée, vous savez que la région est en charge des lycées. On a une grosse mission aussi de financement de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais vraiment le cœur de notre compétence, si on peut dire, c'est les lycées. Et la réforme Blanquer, qui consiste à dire aux lycéens, vous allez réussir, passer le bac dans les matières que vous aimez, pour moi, est une bonne réforme, parce qu'on arrête de faire de la sélection par l'échec, de la sélection subie par les sciences, et on dit aux jeunes, allez, faites ce que vous aimez, si vous êtes bon dans ce que vous aimez, vous réussirez dans la vie et vous réussirez vos études. Donc ça, je trouve que l'idée est bonne. C'est quand même un vrai changement pour l'école française, de se dire, on va faire réussir les élèves plutôt qu'on va les sanctionner par des mauvaises notes. Bon. Donc moi, je pense qu'il me manque. Mais il y a un bémol, c'est que ça fait de l'orientation ultra précoce, puisque dès la seconde, on demande à des garçons ou à des filles de choisir des spécialités. Et ça veut dire que, et on le sait, alors là on arrive au problème du genre, c'est que les filles sont meilleures en lettres, mais elles sont meilleures élèves. Donc avant, elles prenaient des filières S, elles y allaient sans réfléchir, parce que c'était la filière des bons élèves. Et donc on avait un vivier de filles en sciences qui était important, même si elles y allaient un peu contraintes et forcées, même si elles auraient peut-être préféré faire des lettres, elles y allaient quand même. Et donc, c'était plus facile parce qu'il fallait aller les chercher en terminale. On allait les chercher en terminale et on leur disait, allez, venez faire des thèses. Là, on va être obligé d'aller chercher, ou venez faire des études d'ingénieur. Mais là, on va être obligé d'aller chercher des filles dès 15 ans, en leur disant, vous adorez la littérature, vous adorez la philosophie, vous adorez le latin, mais vous savez, la physique, c'est bien aussi. Et ça, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, la présidente a dit qu'on avait 13 domaines d'intérêt majeur de recherche dans la région, dont un sur l'astrophysique à Cave, qui fédère 2000 chercheurs, 21 laboratoires. Moi, ce que je voudrais, c'est que certains de ces chercheurs sortent de leur labo et viennent dans les lycées. Alors, je sais que vous le faites déjà. Vous avez dit peut-être que ce sera moins facile cette année. Ben, c'est encore plus nécessaire cette année. Encore plus nécessaire. C'est ce que j'ai plaidé auprès du Premier ministre, parce qu'il voulait supprimer les sorties scolaires pour des raisons sanitaires. Et je leur ai dit, mais attention, l'année dernière, on a déjà des enfants qui ont eu pratiquement 6 mois de l'année, confinés, semi-confinés, etc., qui ne sont pas sortis. Là, on a besoin de faire revenir la société dans les lycées et que les lycéens bougent et qui viennent et qui se déplacent. Donc malgré le Covid, il faut maintenir les sorties scolaires. Malgré le Covid, il faut maintenir l'intervention périscolaire des chercheurs dans les lycées. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va financer une opération. On finance beaucoup de choses. On finance l'association Olympe, qui fait beaucoup pour la promotion des sciences pour les filles, etc. Mais on lance une opération très spécifique cette année, dont on a eu l'idée avec Antoine Petit, le président du CNRS, qui va s'appeler « Paroles de chercheuses et paroles de chercheurs ». Et ça, c'est des scientifiques, j'en ai besoin de 100, donc je fais un appel à la salle, besoin de 100 scientifiques en activité ou jeunes retraités qui reviendraient dans les lycées pour parler de ce que la recherche leur a apporté, de leur vie de chercheur, de comment ils sont des aventuriers, de comment ils repoussent les frontières du possible, de comment c'est passionnant. Il se trouve que moi, je connaissais rien à l'astrophysique, mais alors vraiment rien du tout, quand je suis devenue ministre de la Recherche et de l'Espace. Vous savez, c'est ça la politique, de temps en temps. J'étais quand même très spécialisée dans le monde universitaire, parce que j'avais préparé tout le projet, j'étais la députée de Saclay, donc je connaissais bien le monde universitaire, mais l'astrophysique, moins, mais j'étais ministre de l'Espace. Et j'ai pris un directeur de cabinet, Philippe Gillet, qui était un astrophysicien. Et du coup, j'ai découvert, mais vraiment découvert en tant que ministre de l'Espace, à quel point c'était extraordinaire. J'ai compris. Voilà. Alors, c'était un peu genré il y a 10 ans, l'astrophysique. Il y avait Catherine Césarski quand même, qui était une grande figure et qui est devenue quelqu'un pour lequel j'ai une immense admiration et amitié. Mais c'était quand même un peu genré. Et les garçons aimaient beaucoup les fusées. Mais moi, je me suis rendu compte à quel point c'était extraordinaire. Voilà. Et quand j'ai été voir les satellites, j'ai découvert des choses. Et je me suis dit, on ne nous parle pas
avec suffisamment de passion de ces sujets-là. La physique, on nous l'apprend dans des manuels avec des exercices. Voilà, le monde des étoiles, c'est magique. Et ça plaît autant aux filles qu'aux garçons si on leur raconte. Et pareil, ce que tout le spatial peut apporter à la société, c'est énorme. Et voilà, donc je pense qu'on a besoin de ces paroles de chercheurs. Excusez-moi, je suis un peu longue et un peu passionnée, mais j'y crois. Et je vous demande vraiment, sortez de vos labos, venez, parce que cette année, moi j'ai peur d'une génération sacrifiée du Covid avec des mômes dont l'orientation aura été extrêmement bâclée et qui n'auront pas la chance de connaître la recherche. Bravo, bravo. Alors, nous avons quand même dans la salle des professeurs, notamment une professeure de mathématiques, collège de la Norville, passionnée de classe espace, qui a réussi à monter des projets au niveau national et européen avec l'Agence spatiale européenne pour bientôt communiquer avec Thomas Pesquet quand il partira dans son deuxième Vous savez que vol. Thomas Pesquet, on l'a sélectionné quand j'étais ministre de l'Espace. Oui, Il tout a à été fait. sélectionné par l'Agence spatiale européenne quand j'étais ministre. Voilà, donc il y a quand même plein d'initiatives. Et alors ça nous fait aller, parce que le temps passe, ça nous fait aller, monsieur le maire, sur les sujets économiques. Parce que tout ça, en fait, génère de la valeur, crée des emplois, crée une dynamique. On voit bien, d'ailleurs, Stars-up, il y a aussi l'aspect entrepreneurial des choses. Or, Meudon, alors les copains autour de Meudon également sont très dynamiques, hein, Boulogne, ici les Moulineaux, mais enfin, nous, on est à Meudon, donc on est d'abord à Meudon. Comment on crée cette dynamique? Comment, surtout, parce que il y a un lourd passé, justement, de tradition dans ces domaines-là, et comment on perpétue l'effort? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est intuitif et naturel, ou au contraire, il faut continuer à convaincre, persuader, et pour créer à nouveau des emplois, de la valeur et s'épanouir? Alors c'est bien sûr beaucoup de travail, hein, mais avant juste de répondre à votre question, je rebondis sur ce que disait Valérie, parce que cette ambition, cette notion de diffusion de la culture scientifique, elle s'applique aussi aux villes. On a parlé du lycée, et c'est vrai que lorsqu'on est maire, l'enjeu, c'est effectivement celui de l'attractivité économique dont on va parler là dans un instant, mais c'est aussi celui de la diffusion de cette attractivité en direction des populations. Et si on veut avoir des jeunes qui s'intéressent à 15 ans, à 16 ans à ces sujets, il faut aussi les avoir intéressés plus jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous allons et nous avons passé des conventions effectivement avec des associations qui viennent dans les écoles, qui diffusent de la culture scientifique. Nous allons ouvrir un lieu qui s'appelle le Lab et qui va être dédié 100% à la diffusion de la culture scientifique à Meudon. C'est la raison pour laquelle nous avons un partenariat avec HP qui fait des sessions Hour of Code dans toutes les écoles maintenant en mécénat de compétences à Meudon. Et c'est de cette manière-là que, effectivement, on va pouvoir faire en sorte que, au moment du lycée, le terrain sera préparé pour que ces jeunes, effectivement, fassent le choix qui est très important, qui est celui que tu as dit, de pouvoir embrasser ces carrières scientifiques. Donc, je voulais juste insister sur la nécessité de la complémentarité de nos actions, de bien bâtir des parcours qui puissent faire que nos collectivités travaillent en cohérence. Alors après, vous l'avez dit, en effet, derrière tout ça, il y a aussi de l'attractivité économique, il y a la nécessité de développer de l'emploi, c'est évidemment une de nos missions. Et pour ça, il faut savoir aussi créer des liens, créer les conditions. Ce festival en est un exemple. Ce festival n'est pas un festival que la ville de Meudon est allée acheter sur étagère auprès d'un grand fournisseur d'événementiel pour une somme dont je tairais ici le montant si elle avait dû exister. Non, Stars-up est né justement de ce réseau de Meudonnais, d'entrepreneurs, de passionnés de sciences, de culture scientifique, mais aussi de numérique, mais aussi de digital, que nous avons créé il y a maintenant 4-5 ans à Meudon, et qui, au fur et à mesure de ces relations, de ces rencontres, s'est dit, mais avec ce qu'on a à Meudon, on n'a pas d'autre choix que, par passion, par ambition,
de recréer ce qui a fait et ce qui fera demain que Meudon sera effectivement une terre reconnue, une terre d'attractivité, au travers donc notamment de ce festival Stars Up. Mais c'est aussi, vous l'avez dit, beaucoup de travail pour faire venir des entreprises et les intéresser à un environnement dans lequel ils vont trouver la matière pour se développer. C'est pas seulement de proposer des bureaux flambant neufs avec la climatisation, et encore moins la climatisation maintenant, puisqu'on parle plutôt de rafraîchissement. Non, l'idée c'est d'avoir dans cet environnement un lieu, je le disais tout à l'heure, comme le hangar Y, qui va revivre, qui va être à nouveau ouvert aux entreprises. C'est de proposer des partenariats avec des grandes institutions comme l'Observatoire. Même la ville de Meudon s'est proposée pour contribuer et cofinancer un programme de recherche de l'Observatoire. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment être partie prenante de cet écosystème. Demain, nous avons un projet de data center qui va s'implanter à Meudon-la-Forêt, en frontière de Vélizy. C'est un équipement d'infrastructures dont ont besoin ces entreprises pour se développer. Et si nous, en tant que collectivité, on n'est pas capable de leur mettre à disposition ces équipements en proximité, évidemment, elles iront voir ailleurs. Demain, l'Observatoire a le projet de réimplanter ces centres de calcul qui, évidemment, chaque jour, amènent de la data de manière exponentielle. Si demain, elle pouvait implanter ce mésocentre dans le data center de Meudon-la-Forêt, on aurait fait notre travail, parce qu'on aurait permis à l'Observatoire de trouver une infrastructure capable de l'aider à se développer ici. Et c'est ça l'enjeu pour nous, c'est de construire finalement et de bâtir un écosystème qui va permettre à tous de se développer. Ça passe aussi par les transports, et je veux remercier bien sûr ici la présidente de la région qui a dans son portefeuille, elle a commencé par là d'ailleurs, la question des transports, et on le voit bien. On a un projet d'ailleurs de prolongement de la ligne 12 du métro depuis mairie d'ici. Je vais te coûter très cher aujourd'hui. Ouais, là, je dis joker. Hein, Mais on a des projets. C'est un beau projet, mais enfin bon, il y en a d'autres avant. Il y en a d'autres avant. Mais voilà, c'est un ensemble. Il faut. On fait déjà les RERB, tu sais. Oui, c'est vrai. Et grosse donc, priorité. il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Et donc c'est un travail effectivement qui consiste à pouvoir proposer à ces entreprises non seulement cet environnement, mais après les conditions pour leurs salariés de choisir nos villes. Alors évidemment, à Meudon, on a beaucoup de chance, on a la forêt, on a un environnement privilégié, et donc c'est cet ensemble qu'il faut essayer de promouvoir. Puisqu'on en est dans les messages personnels, vous avez le bonjour de Juvisy, chère Valérie Pécresse. Voilà. Et alors, il se trouve qu'à Juvisy, nous avons l'Observatoire, la Société astronomique de France possède l'Observatoire Camille Flammarion à Juvisy, qui aussi a des sujets et une actualité de rénovation, un peu comme la Grande Lunette. Mais voilà. Alors, écoutez, le temps a passé. Il va être temps de nous séparer, malheureusement. Est-ce que vous avez des messages à nous faire passer? Alors, il y a la twittosphère qui nous suit en direct, et évidemment, il y a les Meudonnaises et les Meudonnais qui se sont déplacés en masse, malgré le Covid. Est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, un message particulier à faire passer à nos auditeurs et nos auditrices? Fabienne Casoli. Un message pour cette deuxième édition oui, pour nos auditeurs. Oui, je pense que mon message serait la science, c'est enthousiasmant, c'est passionnant, c'est fun, hein, je ne sais pas comment dire, mais c'est rock'n'roll. Rock'n'roll, je ne sais pas, mais bon. Et il ne faut pas imaginer simplement être chercheur. Il y a plein de métiers dans la science, dans la recherche, dans le développement. Donc il y a toute une variété de palettes, de métiers, de possibilités. Il ne faut pas se censurer. Et ça, c'est un message pour les jeunes. Le lycée peut-être, mais même dès avant. Je pense qu'il y a un point difficile au collège
ou entre filles et garçons, ou entre scientifiques et non scientifiques. Il y a des choix qui sont faits, peut-être par défaut. Et il faut faire passer des messages au niveau du collège, je pense. Et en plus, on va sur Mars, parce qu'avec vos équipes, on est à bord de Mars 2020, et dans quelques mois, le 18 février pour être très précis, nous atterrirons sur Mars avec des femmes, des techniciens, des techniciennes, des ingénieurs, des scientifiques de l'Observatoire de Paris et des gens de Meudon qui ont travaillé très dur pour être avec les Américains. C'est bien la preuve qu'on nous fait confiance au plus haut niveau parce qu'on a une expertise, on a une excellence reconnue dans le monde entier. Oui, absolument. Et je dois vous dire que pour arriver là, il faut faire face à une sélection quand même très difficile. C'est très dur. C'est très dur. Le développement de ce type d'instrument dans les temps qu'impose la NASA en particulier, c'est horrible. Mais après, les équipes ont vécu une expérience absolument inoubliable. Quel bonheur. J'ai eu quelques moments émouvants dans ma carrière, mais les moments les plus forts pour moi, ça a été les 2 atterrissages sur Mars que j'ai vécus. Pas personnellement, hein, mais... oui, mais alors, écoutez, je vous invite à cette édition. Et vraiment, c'est quelque chose. Surtout parce qu'on est avec les équipes qui ont inventé ces instruments, qui les ont développés, les industriels, les techniciens, les chercheurs. Et on est là, on se dit, pourvu que ça se passe bien, c'est vraiment des moments incroyables. Alors, vous serez mes invités le 18 février à la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec le CNES, le CNRS, l'Observatoire de Paris, évidemment, puisque nous vivrons ça en direct à la Villette. Comme on le fait tout le temps, avec sûrement aussi tous les scientifiques impliqués et les ingénieurs, les techniciens et techniciennes impliqués dans cette belle aventure. Merci. Valérie Pécresse, peut-être un mot également, un message pour Stars Up. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit la présidente. Moi, un grand moment, hein, ça a quand même été les décollages d'Ariane à Kourou. Et une grande fierté, ça a été de faire venir Vega et Soyouz à Kourou aussi, et de faire de Kourou le premier spaceport, en bon français dans le texte, port spatial européen. Mais je me suis dit à l'époque, finalement, c'est un peu dommage que Kourou soit en Guyane. Alors, attention, je ne dis pas ça pour les Guyanais. Je suis très fière que ce soit en Guyane. C'est un peu dommage que ce soit à des milliers de kilomètres de la métropole. Parce qu'en fait, j'imagine que si les petits Français de métropole voyaient décoller des fusées, comme les petits Guyanais voient décoller des fusées... Ça les inspirerait plus. Ah non, mais attendez, mais c'est quelque chose de fou. Et les petits Américains, eux, ils les voient décoller de Cap Canaveral. Donc forcément, ça crée un sentiment identitaire. Alors je sais qu'au Muro, on passe sur grand écran, les décollages, etc. Mais c'est pas tout à fait pareil. Et donc je pense qu'il faut qu'on se réapproprie cette histoire spatiale, qu'on en fasse une très grande source d'innovation, de création d'emplois dans le plan de relance. Et c'est ça que je veux faire à la région. Et donc, on va agir tous azimuts, y compris sur les thèses doctorales. Il faut qu'on ait des docteurs, il faut que les jeunes osent la thèse. C'est le moment. Il y a le Covid, il va y avoir des difficultés d'emploi. Prenons le temps. Faisons une thèse, ayons des docteurs, ayons des jeunes chercheurs. Il faut oser ça, donc on va mettre en place des bourses de recherche. Et ça, c'est une première chose. Mais pareil, on va aussi aider les start-upers. Et je pense qu'il y a plein de chercheurs qui ont des idées, qui pourraient se transformer en création d'entreprise aussi. Et là aussi, la région sera là. On a fait un plan qui s'appelle PM-Up Relance. Et c'est pour que... Éventuellement, ça peut concerner des jeunes chercheurs, des ingénieurs qui voudraient créer leur entreprise dans des nouveaux domaines. C'est jusqu'à 800 000 € et c'est une aide extrêmement puissante. On a des centaines de projets qui ont été déposés. Et il y a une dynamique entrepreneuriale en Île-de-France qui est colossale et qui doit se nourrir aussi du savoir et de l'expérience de nos chercheurs. Bravo. Monsieur le maire, vous êtes chez vous ici, donc c'est évidemment à vous de conclure cet entretien, ce débat. Écoutez, moi j'ai assez envie de conclure sur un merci en forme de cadeau au nom de Meudon et bien sûr des Meudonnaises et des Meudonnais que si vous m'autorisez, je souhaiterais offrir à Madame la Présidente et à Madame la Présidente, à nos 2 présidentes, voilà, qui... oui. Voilà, et qui est... il s'agit donc d'une sérigraphie du hangar Y, justement, qui figure l'observatoire également, et qui est une sérigraphie qui vient d'être produite. On a de la chance.
Voilà, c'est un message de remerciement et d'avenir, bien sûr aussi, vous l'avez compris. Elle est signée de deux grands noms de la bande dessinée. Alors forcément, ils sont belges. Voilà. Et, non, mais bon, alors pour le coup, ils le sont. François Scuiten et Laurent Durieux, qui est donc Scuiten pour le dessin, Durieux pour la mise en couleur, qui sont des dessinateurs que nous avons intéressés à Meudon et qui ont découvert des lieux absolument magiques qu'ils ne connaissaient pas et dont ils sont tombés amoureux, voilà, et qui sont des auteurs qui travaillent beaucoup sur voilà, le patrimoine industriel, le futurisme justement dans le patrimoine, qui ont par exemple dessiné des ouvrages comme les Cités obscures, et donc qui sont très heureux de vous avoir voilà, dédicacé ces deux sérigraphies, ces deux œuvres, et je suis très heureux de vous les offrir et de vous remercier de votre présence ici. Voilà. Bravo. Merci. Merci, merci, mesdames, messieurs, merci pour votre temps encore, et merci pour cette transparence. Et puis à très bientôt. Merci pour votre soutien indéfectible à Stars Up. Au revoir.